Et on y revient, l'attestation de vigilance, on parle d'économie, on parle d'entreprise, c'est les plus de l'économie. Bonsoir, Giraud Payette. Bonsoir. Ça va être encore un débat, mais on va y venir tout de suite. La question, c'est d'abord le nom de votre invité. Alors, c'est Didier Warou, il va se présenter lui-même. Enfin, c'est un militant depuis un certain nombre d'années. Et ce qui est intéressant, il est sur un terrain contre les monopoles, et notamment celui du carburant. Alors, dès que j'ai vu Didier Warou, j'ai pensé, tiens, il a un barbershop, lui. Bonsoir. Bonjour, pardon. Oui, je n'ai pas un barbershop, mais bon, on aime en bien. En tout cas, excellent. Non, je vais dire la... On aime bien être bien affiné. Alors, attention de vigilance. D'abord, l'entreprise locale. On va arriver à mi-2018. Est-ce que les marchés publics ont été libérés? En termes de marchés publics, il y en a assez régulièrement dans tous les secteurs. Mais là où est le problème, c'est que de plus en plus l'accès au marché public devient compliqué. D'abord, compliqué, on va dire pour les TPE, voire les PME. Oui, voilà, essentiellement. Artisans, TPE, PME. Pour les artisans, les petites entreprises. On a prôné pendant longtemps la simplification et on rentre dans une simplification compliquée. Donc, de toute façon, quand on regarde la loi que Hollande avait fait lors de sa mandature sur la simplification, à chaque fois qu'il simplifiait une loi, il ajoutait une dizaine de dérogations. Exactement. Donc à l'arrivée, la loi a été encore plus compliquée que celle d'avant. Alors ce qu'il faut dire, c'est que quand une loi est annoncée, derrière cette loi-là, il faut attendre les décrets d'application et souvent les circulaires. Et toute la vérité est là-dedans. C'est là qu'on constate que c'est plus compliqué qu'on peut penser. Alors on va expliquer sur deux choses. D'une part, les décrets d'application mettent souvent le temps pour arriver, et même parfois quand elle est signée, elle passe un peu à l'oubli. Et souvent elle est à côté de la plaque, on l'a vu ça. Justement, ce système, ce montage-là n'est pas fait pour faciliter l'environnement économique. Et ce matin encore, j'ai découvert dans un appel d'offres que les entreprises de plus de 20 salariés doivent afficher clairement qu'ils sont en règle et respectent l'embauche des travailleurs reconnus handicapés, c'est-à-dire les 6%. Et ils doivent avoir un certificat délivré par la GFIP. Alors voilà encore une donne qui arrive dans l'emballage, si je peux dire, des documents nécessaires pour accéder à la commande publique. C'est pour ça que je parlais de complications. Et je disais toujours, il y a toujours un foutage de gueule quelque part de la part de l'État. L'État qui vient de ne plus imposer les 10% seulement 10% de logements dans un projet pour les personnes porteuses de handicap. Oui, 10%, on pourrait parler de 20 à 30% aussi, pourquoi pas. De logement, mais, oui, on est bien d'accord. Donc il y a cette fameuse loi Elan, donc en préparation. Il se dit beaucoup de choses là-dedans, mais on revient à la réalité. Que vont faire les décrets d'application, les circulaires, etc., pour mettre en application cette loi. Et c'est là-dessus qu'il faudrait avoir une clarification pour que les gens comprennent exactement à quoi on veut en venir. Alors, on va juste conclure là-dessus, juste pour dire que la loi 2005 de Jacques Chirac concernant cette population porteuse de handicap n'a jamais vraiment été appliquée, ni en matière de mobilité, ni en matière d'accessibilité. Il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, mais ce ne sont parfois que des gouttes d'eau dans l'océan, sachant que, ne serait-ce que au niveau même des logements, on voit ce que ça donne. Et juste un mot, on va pas tout mettre sur le dos de l'État. Je pense aussi que l'être humain et que chaque individu, dans ce qu'il est, doit penser aux autres, ne serait-ce ne pas se garer sur le trottoir, laisser les trottoirs libres pour les personnes porteuses de handicap, que ce soit les personnes non-voyantes, malvoyantes ou aveugles, libérer les espaces pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Ça aussi, on doit le faire. On ne va pas toujours tout rejeter sur l'État, mais se dire qu'on doit également faire des efforts. Et je pense que là, on a beaucoup aussi à faire. Didier Warou, la question, c'est en tant que chef d'entreprise, est-ce que le cadre, avant de laisser la parole à Giraud, est-ce que le cadre aujourd'hui facilite, même si Giraud a déjà répondu? Alors non, on a des lois qui sortent de tous les côtés, on nous demande d'être à jour de tout, sauf que les prix du travail ne suivent pas. Donc comment être à jour de toutes les caisses si on n'a pas un prix de travail qui est respecté? Donc comme le disait mon collègue, tout le travail qu'il y a actuellement, c'est des appels d'offres, et pour avoir un appel d'offres, il faut être les moins chers possible, et on sait très bien qu'à chaque fois qu'une entreprise va décrocher un marché,
et qu'elle va déjà la sous-traiter, c'est impossible que le sous-traitant il soit dans les clous. Et dans la démarche, comment faire par rapport à ce que vient de dire Géo Payette? On a l'impression que plus ça va, plus la loi se complique, devient complexe, surtout pour les TPE, les artisans, TPE, PME. Comment répondre en tant que petite entreprise face à des lois qui favorisent les 3/4 du temps, pour ne pas dire plus, les grosses entreprises? Écoutez, je pense que depuis le président qu'on a mis en place, on voit tous, toutes les petites entreprises, les moyennes entreprises, on voit tous qu'on ne fait pas d'efforts pour nous aider. C'est-à-dire qu'on tire au petit pour donner au gros. Et c'est un constat alarmant et c'est une triste réalité. Quelle est votre branche d'activité? Le transport. Et dans le transport aujourd'hui, le transport, juste pour être plus précis, quand on parle de transport, c'est quoi? Moi, je suis dans le transport, mais branche BTP. D'accord. Et aujourd'hui, sachant que le BTP continue à se chercher depuis la fin, je dirais, de la défiscalisation de 86, comment la loi apporte des solutions aujourd'hui? Écoutez, moi, dans ma branche d'activité, c'est pas compliqué. On a milité avec des collègues syndicaux pour essayer de mettre en place des prix minimums pour travailler, pour ne pas descendre en dessous, vu que la loi dit dans le transport que c'est interdit de travailler en dessous de son coût de revient. Mais même ça, on peine à l'appliquer et les donneurs d'ordre ne jouent pas tout le temps le jeu. Donc on se retrouve encore aujourd'hui avec des adhérents qui, quand je vois leur facture avec un donneur d'ordre, alors que les donneurs d'ordre ont signé la charte de bonne pratique, c'est pas appliqué. Donc tout le monde, quand on fait des réunions, on dit oui, on va jouer le jeu, et personne ne joue le jeu. Donc instantanément, nous, on est fatigué de faire des réunions, on est fatigué de demander que la loi soit appliquée. Donc on a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures. Donc les petites entreprises, elles se retrouvent rapidement en difficulté. Je veux dire, pour travailler, il faut baisser les prix. C'est comme ça ici à La Réunion, malheureusement. Donc tout le monde. Le problème, c'est que comme s'il y en a un qui accepte, l'autre, pour pas se faire avoir, il va essayer d'essayer de jouer le jeu également, mais on sait très bien que pour payer correctement un chauffeur, les charges sociales, la roue qui a augmenté, le carburant qui augmente, toutes les charges liées à l'entreprise, on ne tient pas la route. Je voudrais être aujourd'hui, comment accompagner les entreprises, non pas vis-à-vis de la loi, parce qu'à un moment donné, la loi est la loi et on ne pourra pas aller passer outre. Comment faire en sorte que le chef d'entreprise, parce qu'à chaque fois c'est la même chose, et Dioro va sans doute le confirmer, il faut absolument s'adapter, et s'adapter dans sa gestion. On nous a imposé un système dans lequel on nous demande d'être parfait. Mais le système même, il n'est pas parfait. Donc ça nous complique la vie. On est sur une île aujourd'hui et on n'arrête pas de répéter qu'on a 140 000 chômeurs, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne passent pas le cap de 5 ans. D'ailleurs, la semaine dernière encore, on nous a annoncé un certain nombre de mesures d'accompagnement financier, où dans un département comme le nôtre, il y a plus de 40 000 entreprises et qu'il y a 62 millions prévus pour 850 entreprises. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc, effectivement, il faut que le chef d'entreprise perde moins de temps à gérer le système qui nous a imposé et qu'il se consacre davantage à le déroulement de son entreprise, c'est-à-dire ce qui fait vivre son entreprise. Qu'on enlève sur sa tête un certain nombre de choses qui le freinent dans sa démarche. Et je voudrais parler de ça. Il y a des charges sociales, certes. Il y a des banques, quand vous vous présentez les petites entreprises, la porte est à moitié ouverte. On vous reçoit par correction, mais derrière, il faut pas attendre grand-chose. Il y a toute l'armada des lois dont vous avez parlé qui changent tous les matins. Donc, c'est pas un environnement favorable pour qu'une entreprise puisse s'épanouir. Donc, aujourd'hui, il faut qu'ils prennent conscience que sans les PME, TPE dans ce pays, difficile de relancer la croissance et l'économie. Il faut véritablement qu'on arrête de décider dans les grandes sphères parisiennes un certain nombre de choses sans connaître la réalité du terrain. Écouter davantage. Alors l'accompagnement, oui, mais l'écoute du terrain et que certains responsables viennent à l'encontre des personnes. Didier disait tout à l'heure, il y a eu des réunions auxquelles j'ai fait partie. Beaucoup de choses ont été dites, mais la réalité est tout autre. C'est ça qui est bien dommage.
C'est qu'on comble le temps, on dit les choses, et dans la pratique de tous les jours, on ne voit pas grand-chose. Donc, c'est une conscience collective. Est-ce que véritablement, dans ce pays, nous voulons aider les petites entreprises à s'épanouir ou on veut continuer à les enfoncer? C'est une des clés pour créer de la richesse et créer de l'emploi. Si, quand on est responsable politique, on ne prend pas cette mesure-là, je ne vois pas comment on va s'en sortir. La formation, la formation du chef d'entreprise aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Parce qu'un chef d'entreprise, pour lui, il faut toujours travailler, il faut toujours être sur le terrain. Il néglige souvent les démarches administratives, les papiers. Il n'a pas trop le temps. Il essaye toujours d'être sur les chantiers. Comment se former? Comment pour être, je dirais, avisé, pour maîtriser la sphère économique et pour ne pas être dépassé? Parce que une grosse entreprise a un comptable, un expert comptable, une secrétaire, des gens pour faire le travail. Donc le chef d'entreprise a le temps d'échafauder des stratégies. Mais quelqu'un qui doit mettre la main à la pâte, doit être au volant de son camion ou en train de superviser un chantier dans le BTP, celui-là, il n'a pas le temps de penser, de prévoir, d'anticiper. Comment former les entreprises? Et là, je vous pose la question à vous deux, Jérôme Payet et à Didier Hoareau, comment former, peut-être pas cette génération-là, mais les générations à venir, faire en sorte que le chef d'entreprise soit vraiment bien préparé à tout ce qu'il attend, surtout à la paperasse. Alors, pour ma part, je pense que... Alors, je me rappelle quand j'avais ouvert mon entreprise, on m'avait fait un stage de 3 jours. Donc, pour ma part... C'est la chambre des métiers. Tout à fait. Alors, pour ma part, 3 jours, c'est trop peu de temps pour dire qu'on utilise et qu'on pratique avec les bons outils dans la gestion. C'est impossible de dire qu'en 3 jours, on peut être un bon gestionnaire. Non, je pense qu'il y a un travail à faire en amont, surtout déjà quand quelqu'un a envie de prendre la direction d'une entreprise ou quoi que ce soit, de se former, mais pas d'arriver là et de dire, bon, écoutez, voilà, je vais reprendre les clés, par exemple, une entreprise familiale ou quoi que ce soit, j'arrive. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment l'école. Donc l'école déjà de la gestion. Après, il faut savoir faire une école et un peu de pratique en même temps. Il ne faut pas arriver et dire voilà, je suis le patron tout de suite. Non, il faut apprendre à gérer. Moi, comme je dis toujours avec mes employés, avant de leur dire voilà, il faut faire ça, 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 je leur montre que je suis capable de faire ça, ça, ça. Comment voulez-vous être crédible quand vous dites à votre salarié il faut faire ça, ça, ça et que vous ne savez même pas le faire vous-même? Donc, c'est important de maîtriser l'outil de votre entreprise de A à Z avant de pouvoir diriger les personnes autour de vous. Donc, pour moi, il manque quelque chose, c'est clair et précis, il nous manque de la formation. Et surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, un jeune chef d'entreprise dans une petite entreprise, il est chauffeur, secrétaire, il fait tout. Il fait tout et ses journées, c'est quoi? C'est 20 heures. Quand moi, dans mon domaine, je me rappelle à mes débuts, quand j'étais pas sur le camion, j'étais sous le camion. Parce qu'il fallait réparer le camion qui avait des pannes. On faisait tout nous-mêmes de A à Z. Et c'est vrai qu'avec les prix qui étaient pratiqués et qui le sont toujours, si on le fait pas comme ça, on tient pas la route. Hein. Je veux dire... Mon collègue disait que les entreprises elles peinent à dépasser 5 ans. Moi, je dis que dans le transport, déjà dépasser 3 ans, c'est déjà pas facile. C'est pas évident. D'accord. Et la question est à Jérôme Payet. Vous avez été président de la Chambre des métiers. On ne va pas taper sur la chambre consulaire. Ce n'est pas le but du jeu. Mais quel que soit le président qui passe, on propose toujours cette question, la formation. La formation d'un artisan, la formation du chef d'entreprise. 3 jours pour apprendre la gestion, pour savoir c'est quoi une étude de marché. 3 jours pour on vous dise, ne négligez pas le RSI, ne négligez pas la sécurité sociale, ne négligez pas les impôts, pensez à payer. Et le problème, c'est que entre le travail qu'on fait tous les jours, surtout quand l'artisan est tout seul, les papiers qui arrivent, qu'on ouvre 2 ou 3 semaines après, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, et parce qu'on croit qu'en gagnant beaucoup d'argent, ça, c'est l'objectif. Sauf que le temps que l'argent arrive, le RSI a déjà réclamé, le temps que les banques acceptent ou pas un découvert, je veux dire, à l'arrivée, il y a tellement de frais par-ci, par-là, que ce soit à la banque, aux impôts, à l'URSSAF, au RSI, finalement, le pauvre artisan, quand il arrive à la fin de son premier exercice, il s'est rendu compte qu'il a travaillé pour la banque, pour les impôts, pour l'URSSAF, mais pas pour lui. Alors ce matin, il faudrait souligner que il y a dans les tiroirs, au niveau du gouvernement, une loi qui s'appelle la loi PAC, qui va supprimer le stage à la gestion de 3 jours. On va supprimer. Mais ça ne veut pas dire qu'on supprime qu'il ne faut pas faire de formation. Mais il y a en parallèle de ça aussi la réforme sur la formation professionnelle. Et je pense que les chambres consulaires ont une mission qui est encore plus grande qu'auparavant.
c'est à elle en termes de formation de chef d'entreprise. Parce que je disais souvent, former les apprentis, former les salariés, c'est bien, mais en termes d'apprentissage, par exemple, il faut des tuteurs. Les tuteurs, ce sont les chefs d'entreprise. Donc, il faut que les chefs d'entreprise se forment aussi. Après, il faut adapter la formation. On ne peut pas mettre un chef d'entreprise, surtout un dirigeant d'une PME, TPE, dans une salle de formation pendant 3 jours. Ça, pratiquement, ce n'est pas faisable. Donc, il faudra adapter les modules de formation. C'est essentiel pour que le chef d'entreprise se sente concerné et motivé pour venir. Donc, tout ça, il faut que ce soit revu. C'est une priorité, la formation, aussi bien pour les salariés que pour le chef d'entreprise. Surtout avec tout ce qu'on nous met en permanence dans la figure, pour dire, monsieur, il faut que vous soyez des dirigeants par excellence. Mais on est excellent par rapport à ce qu'on sait faire, mais difficile d'être excellent par rapport à ce que les autres nous imposent. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, la formation, effectivement, est nécessaire et les chambres consulaires ont un défi à relever. Et le défi, c'est le maintenant qui doit le revenir. C'est pas dans 5 ans, 6 ans, c'est maintenant. Maintenant, aujourd'hui, peut-être profiter que Didier est aussi avec nous ce matin. Il y a le problème du monopole. Et notamment dans le secteur des transports, ils se battent depuis très longtemps. D'ailleurs, ils ne se battent pas que pour eux, ils se battent aussi pour l'ensemble de la population réunionnaise sur les prix des carburants. Et je sais que Didier, à travers son organisation et avec d'autres collègues, ils ont mené un certain combat dans ce domaine-là. Si tu pouvais nous dire quelques mots là-dessus ce matin, ça serait bien. Alors, nous, c'est l'idée est venue en 2012, quand il y a eu les grèves pour l'augmentation des carburants. La préfecture nous avait dit, écoutez, si vous n'êtes pas content des prix, faites venir votre carburant vous-même. Et là, on s'est dit, punaise, mais bien sûr, ils ont entièrement raison. Si on n'est pas d'accord, il est tout seul à vendre le carburant, il faut de la concurrence. Donc, on a commencé à monter tous les dossiers, on a commencé à importer les premières cuves, d'accord, c'était des bidons, pour leur montrer qu'on est capable de faire rentrer le carburant. Et on nous avait demandé de ne pas communiquer le réel tarif à l'époque, parce que sinon, il y aurait eu une émeute sociale. Donc, on a fait tout dans les normes. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous possédons un agrément douanier d'entrepositaire agréé qui dit que la SAPP doit nous accueillir. Elle ne demande pas l'autorisation, hein, attention. L'État nous donne un document comme quoi qu'on peut faire rentrer le carburant. Il y a un dépôt, on doit donner notre certificat à l'entreprise qui gère le dépôt et elle doit accueillir notre carburant. Mais aujourd'hui, il y a une loi contre le monopole qui est votée, qui n'est pas appliquée. Il y a quelque chose qui se passe, on ne comprend pas quoi, mais quelque chose nous empêche de faire entrer le carburant. Maintenant, nous avons demandé, nous, à nos concurrents, mais écoutez, pour stocker chez vous, qu'est-ce qui nous manque comme papier? Donc on a envoyé un huissier, parce qu'on voulait pas des paroles en l'air, on a envoyé un huissier qui lui a posé des questions, on appelle ça une sommation interpellative, qui n'a jamais été répondue. D'accord. Donc dans la presse, ils disent qu'il nous manque des documents. Quand on envoie un huissier pour demander c'est quoi exactement les documents précis qui nous manquent, on n'a pas de réponse. Nous avons aussi un souci avec un organisme qui s'appelle la Haute Autorité de la Concurrence, c'est le gendarme de la concurrence, qui aurait dû déjà se saisir du dossier et infliger une amende record pour que la loi soit appliquée et que, par excellence, on casse le monopole et surtout que la concurrence fasse baisser les prix et que toute la population a droit à ce prix plus bas. Malheureusement, sourde oreille de tous les côtés. Donc, je me bats, on se bat, on ne lâche pas l'affaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, là c'est dans les mains des administrations, c'est dans la main de nos avocats. Il faut savoir qu'on missionne un gros cabinet à Paris pour prendre la main sur ça parce que c'est absolument pas normal d'entendre qu'une entreprise qui a tous ses documents en règle ne peut pas travailler parce qu'une entreprise dit non et en plus elle est en monopole. Donc, petit rappel quand même, avant il y avait un duopole de carburant à La Réunion, d'accord, il y avait Shell et Total qui étaient propriétaires, ils ont vendu à Ruby. Ruby s'est engagé, il faut le dire, parce que s'il y a un nouvel entrant, à laisser toutes les facilités essentielles pour justement dire qu'il n'y a pas de monopole ou voilà. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on se bat sur ce sujet-là et il n'y a rien avancé.
D'accord. On va juste rappeler que à l'époque du COSPAR 2009-2010, il y a eu donc ces manifestations où il y a eu 25 000 personnes dans la rue, 5 mars 2009. La bataille pour les prix, c'était sur les carburants, mais c'est également sur les produits de première nécessité surtout. Il y a eu la liste COSPAR et finalement, quand on regarde presque 10 ans après, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur les prix, c'est une certitude, mais il y a quand même une chose qui est vraie, c'est que ça fait 10 ans que des chefs d'entreprise essayent de faire rentrer le carburant à La Réunion. Il y a eu à un moment donné 12 000 litres qui ont été rentrés, mais on a vu que même depuis Singapour, ce n'est pas évident de faire venir un cargo avec du carburant à La Réunion. Ah non, pas du tout. Ah non, non, là on se trompe, hein, attention. Hein. C'est très très facile de le faire rentrer. D'ailleurs, nous, on a nos contrats qui sont déjà en route. Le seul problème, c'est que pour que Singapour nous envoie notre commande, il faut l'accord de la personne qui gère. Le stockage. Tout à fait. Mais c'est ça le problème. C'est tant qu'on n'aura pas notre contrat d'accès aux facilités essentielles et aux cuves, comme le prévoit la loi, on ne pourra pas faire rentrer notre carburant. C'est ça le problème. À l'époque, il y avait des discussions avec la région sur la faisabilité justement d'un autre point de stockage. Eh oui, mais c'est des endroits qui sont classés Céveso, c'est très très compliqué de le faire à La Réunion. D'accord. Et ça prendra quelques années pour le faire. Donc, d'autant que Céveso 2 est un peu plus strict apparemment que le premier. On va juste rappeler que Céveso, c'est donc cet endroit en Italie qui a explosé et qu'aujourd'hui les règles sont très drastiques en matière de stockage, en matière de stockage de produits explosifs. Donc voilà, c'est ça la démarche. Donc je reviens à ce que je disais, c'est que aujourd'hui, donc, il n'y a pas moyen de créer un autre point de stockage à La Réunion. Donc, il va falloir faire pression, parce que ça va être le mot, c'est une bataille, un rapport de force pour que la SRPP accepte de partager donc le site avec vous. Alors, moi, j'irai même plus loin. Elle n'a pas accepté, elle doit respecter son engagement qu'elle a pris. C'est tout. Elle a signé des documents pour être en monopole à La Réunion, des documents à l'État, parce que faut rappeler quand même que quand il y a un duopole et que il y a une situation qui va passer en monopole, on demande l'autorisation de l'État. L'État a donné l'autorisation sous certaines conditions qui ne respectent pas. D'où mon problème de dire comment ça se fait que personne ne bouge. Donc, ce qui veut dire que la dernière fois, quand les citoyens ont commencé à vouloir dire on va bloquer, et finalement ils n'avaient pas tort, il y a bien de la part de la SRPP un non-respect de textes déjà qui ont été signés. Écoutez, bien sûr. Et moi d'ailleurs, j'ai même féliciter les quelques personnes, parce que quand même il faut en avoir pour aller se lever à 5h et puis aller devant la SRPP. Bon, la mobilisation elle n'a pas été au rendez-vous parce qu'il y a eu une mauvaise organisation de leur part. Donc néanmoins ils se sont quand même battus pour leurs idées, donc moi je tiens quand même à les féliciter parce que je sais ce que c'est de faire des blocages et surtout de se retrouver devant la SRPP, c'est pas évident, croyez-moi. Donc je vais fermer cette parenthèse, on va fermer ce dossier du carburant. Aujourd'hui, c'en est où et qu'est-ce qu'il faut attendre? Pour le carburant, alors c'est très 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 complexe et simple en même temps. La complexité, c'est que pour pouvoir faire rentrer le carburant, il nous faut absolument le contrat de stockage que les SRP nous dit on peut pas faire parce qu'il vous manque tel document, sauf qu'ils sont pas capables de nous dire c'est quoi les documents qui nous manquent. D'accord. Après, du moment qu'on est entrepositaire agréé, nous, le carburant, on l'achète directement à Singapour. Donc, on l'achète directement à la maison mère, qui va le ramener directement ici à La Réunion. Donc, notre prix sera moins cher. Pourquoi? Parce que nous, comme notre concurrent, lui, il achète en mer, par des trading. Donc la facture au début elle est comme ça et puis ils se la revendent plusieurs fois entre eux, elle est comme ça à la fin. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, et ça c'est un des éléments de notre commerce à La Réunion et dans le monde, ce sont les intermédiaires. C'est-à-dire que chaque entreprise crée de multiples intermédiaires pour gagner à chaque intermédiaire. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, le prix est élevé. Du producteur au consommateur, c'est difficile de mettre en place parce que eux veulent gagner de l'argent. Et on le voit ici à La Réunion, on l'a vu pour le carburant. Si on fait rentrer du carburant, ça va directement chez les gens, mais en grosse quantité, parce que il y a pas de stockage. Tout à fait. Donc la question, ça va être à quel moment le SRPP va ouvrir ses
unités de stockage donc au carburant de ceux qui souhaitent donc importer du carburant. Ça, c'est un point qui va pas être simple à résoudre. Alors, après, il faut savoir que ils ont tout le gâteau, donc ils veulent garder tout le gâteau, hein, ils protègent leur boutique. Hein. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui arrivés à un stade où, quand on voit la flambée des prix du carburant, il faut savoir que tous les Réunionnais utilisent du carburant. Donc, il n'y a pas de petite économie. Donc, on se bat pour avoir des économies de tous les côtés. Et il faut savoir que le préfet, quand il fixe un prix, il fixe un prix maximum. Mais SAPP n'est pas obligé d'appliquer ce prix maximum. Mais comme ils sont tout seuls, ils sont monopole, c'est toujours le prix maximum qui est appliqué. Donc, posez-vous les questions. Et on va rappeler une dernière chose, c'est que le prix du carburant qui flambe depuis quelques mois à La Réunion n'est pas dû à une flambée du prix du baril. Mais ce sont les taxes que l'État impose qui augmentent ce prix. Tout à fait. Après, il faut savoir que les taxes, elles sont ce qu'elles sont. Hein. De toute façon, malheureusement, on ne pourra pas se battre avec ça. Mais par contre, le prix que le préfet fixe, c'est par rapport à la facture que la SAPP ramène. Mais comme nous, on ramènera une facture plus bas. Les prix ne sont pas pareils. C'est pour ça que nous nous battons pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les prix sont faussés. Le consommateur, il est floué. Il paye un prix qu'il ne devrait pas payer depuis fort longtemps. Et on va rappeler qu'à chaque fois que le carburant augmente, pour les artisans, pour les petites entreprises et PME, c'est aussi la facture, c'est les charges aussi qui augmentent. C'est un poste important, vous venez dans le transport, mais dans les entreprises de BTP, toutes les entreprises de manière générale, une grande globalité des entreprises ont des véhicules qui circulent, donc c'est un poste de charge quand même considérable. Et comme disait Didier, il n'y a pas de petites économies. Je veux dire, dès lors, parce que les charges, quand vous comparez les charges avec d'autres pays européens, nous sommes dans le peloton de tête, si c'est pas à la première place. Donc le coût du travail est frappé par des taux de cotisation élevés. Viennent se rajouter là-dessus le coût onéreux de carburant et d'autres choses. Je vous donne un seul exemple. La semaine dernière, j'ai fait rentrer une pièce de métropole qui coûte départ métropole 500 €. Quand j'arrive dans les services des transporteurs, de la douane, etc., le prix est multiplié par 2. C'est-à-dire, vous achetez 500 €, il arrive ici, la pièce coûte 1000 €. Donc, je veux dire, sur le transport, on a des coûts importants. Il y a le droit de mer qui vient se rajouter là-dessus. Donc, on est dans une situation, dans une petite économie, et on est on a des charges onéreuses, et inévitablement, ça a des préjudices sur le fonctionnement d'une entreprise. Alors, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'attestation de vigilance. Et surtout, on le voit parce que quelque part, à chaque fois, il faut toujours payer les charges. Payer d'abord les charges et les taxes aux impôts parce que sinon, c'est bloqué et l'entreprise ne peut pas avancer. Tout à fait. De toute façon, quand vous travaillez avec des donneurs d'ordre, donc quand il s'agit de l'argent public, il nous faut absolument cette attestation de régularité. Donc, alors, attestation de vigilance, mais également attestation fiscale. Et pas seulement ça. Hein. Il y a, je disais tout à l'heure, il faut cette fameuse attestation pour les entreprises de 20 salariés, le certificat où ils disent qu'ils ont fait le recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc ça ne veut pas dire que, moi je suis pour qu'on respecte les 6% prévus, mais après il y a des métiers, dans le transport et bien d'autres, dans le bâtiment, qui sont les métiers pénibles, dans le BTP. On va juste rajouter qu'un des papiers qu'il faut aussi dans le dossier, lorsqu'on répond au marché public, dans le BTP je parle, il faut aussi les congés payés. La caisse de congés payés soit mise à jour. Là-dessus aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais effectivement, on n'accède pas à la commande publique comme ça, donc il y a des droits d'entrée. On appelle ça des droits d'entrée. De plus en plus de droits d'ailleurs. Oui. Enfin, de devoirs surtout. Écoutez, ces droits ont été mis en place justement pour que pas tout le monde puisse y accéder. C'est vrai ? Évidemment, tout est fait pour éloigner le tissu des petites entreprises sur la commande publique. Même avec leur fameux SBA aujourd'hui. C'est de la connerie. Ah, bien dit, ça vient du cœur. Pourquoi ? Parce que, comme le disait mon collègue, lui qui répond encore à un appel d'offres ce matin, il revoit encore des nouveaux paramètres. On peut dire qu'on peut faire du Small Business Act, mais en attendant, les paramètres ils changent à leur bon vouloir. Donc c'est toujours eux qui décident. Tout à fait. Donc ce qui veut dire que la stratégie pour les petites entreprises, les artisans, les petites entreprises et les PME vont se compliquer avec encore un peu plus à chaque fois. Et voilà. Regardez, je travaille sur un des gros chantiers phares en Europe, donc la route du littoral. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de marché pour le transport ? Non. Il y a eu des grosses boîtes qui ont eu, et puis nous, encore une fois, les transporteurs, on vient en sous-traitance. Pourquoi ? Alors qu'à chaque fois, on demande de créer un GIE. Tout
Tout à fait. On nous demande de nous regrouper exactement. Et nous avons eu l'idée de nous regrouper, et heureusement d'ailleurs, pour avoir cette sous-traitance malgré tout, parce qu'on a quand même pu faire monter les prix dans le transport. Parce qu'il faut savoir que moi, sur ce que je vais me battre dans pas longtemps, c'est que sur la route du littoral, on a des prix qui ont été calculés par rapport à une grille tarifaire validée par le CNR, le Comité national routier, donc, qui a validé ces prix-là. Mais les prix sont validés que sur ce chantier-là. Les autres chantiers à La Réunion, non. On travaille encore au rabais. C'est pas normal. Ça aussi, la concurrence, ça c'est quelque chose de particulier. Ici, on peut pas dire qu'il y a une vraie concurrence. Chacun négocie les prix en fonction de ce qu'il peut. C'est simple. Dans mon domaine d'activité, on a des lois à respecter. Pour avoir une capacité financière, c'est-à-dire quand on a une entreprise de transport, on doit avoir une capacité financière. Donc c'est interdit de travailler en dessous du coût de revient. Sauf que quand on fait un compte, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en dessous de leur coût de revient. Donc il manque également de la formation, on va y revenir, parce qu'il faut savoir calculer un coût de revient. Parce que c'est pas parce qu'on fait 100 euros que ces 100 euros, elles sont dans notre poche. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Et d'où la formation. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que 3 jours pour moi, c'est très très léger. Alors, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, pour venir à toutes ces dispositions pour la commande publique, on nous demande d'être à jour de tout pour aller à la commande publique. Et ensuite, il y a les donneurs d'ordre qui ont, pour beaucoup, et heureusement qu'il y a certains qui le font correctement, des délais de règlement qui sont très très longs. Et si vous appelez les petites entreprises n'ont pas de grosse trésorerie, c'est une réalité ça. Donc avant qu'ils reçoivent leur règlement de facture, la sécurité sociale par exemple, si vous avez sauté un délai de paiement, c'est-à-dire c'est le 15 juillet par exemple, vient de s'appliquer là-dessus de la majoration de la pénalité. Donc on a la double peine. Tout à fait. On a la double peine. Vrai. Alors on va nous dire, monsieur, mais il y a la facturage, il y a les banques. Mais quand vous allez présenter ce type de situation à une banque, lui déjà il fera pas de prêt de trésorerie, à moins que ce que nous a annoncé la région la semaine dernière va répondre à cela. Mais je vais pas être naïf. Donc voilà, nous sommes confrontés à un certain nombre de choses. Alors vous allez faire appel à la banque, vous allez à la facturage. Le facturage, c'est le principe, vous déposez une facture, il vous met de l'argent sur votre compte immédiatement, dans un délai très court. Mais à la seule différence, il ne vous met pas la totalité du montant de la facture. Il vous met 80% en moyenne. Ouais. Il reste 20% derrière. 20%, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, c'est souvent notre marge bénéficiaire. Donc, en clair, là-dessus, ils vont encore prendre des intérêts. Le système de la facturage fait de ce système-là l'actionnaire privilégié de la petite entreprise. J'irais même plus loin. Se sert avant. J'irais même plus loin, parce que les banques, elles ne vous prêtent plus pour avoir de la trésorerie. C'est les banques même qui vous envoient le facturage, parce qu'ils sont gagnants de tous les côtés. C'est-à-dire, on se fait avoir, c'est même plus une double peine, c'est une triple peine. Triple peine. Donc, je vais rebondir même par rapport au prêt qu'on a vu la semaine dernière. Il faut être entre 3 et 7 ans, il faut avoir entre 3 et 7 ans. Donc, si vous avez 7 ans et demi, vous avez besoin de trésorerie, vous faites quoi? Vous êtes dehors du voilà. concept. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai rendez-vous avec une des banques qui ont signé la convention ce mercredi après-midi. Donc, le dossier va être mis sur la table. Ah. Dites-moi réellement ce qu'il y a là-dedans. Et on sera en mesure de venir dire la vérité. Déjà, il y a un problème. Je disais 40 000 entreprises, 850 entreprises. Mais ça représente 850 entreprises, ça a une tendance à dire, ce sont des grosses entreprises, non? On arrête là, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous a imparti. Les banques ne prêtent qu'aux riches. On va s'arrêter à ça. C'est clair qu'à chaque fois qu'on parlera de petites entreprises d'artisans, on verra toujours les mêmes problèmes. Merci Didier Waro, merci donc également Jean Payet nous avoir amené donc son invité. On y reviendra sur l'information comme a dit Didier Waro. On a l'occasion de revenir en tout cas sur ce tissu socio-économique qui pourtant porte l'économie de la Réunion. Ce sont les petits artisans, les petites entreprises, les PME, alors que à chaque fois sur qui on tape, sur qui on vraiment on étrangle, c'est bien ces acteurs socio-économiques. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Je vais juste vous dire merci de nous avoir suivis.